à tous, nous voilà pour le deuxième webinaire COGES. Le premier avait eu lieu début janvier. On est dans une période d'incertitude liée à cette crise du Covid. Et bien aujourd'hui, 3 mois plus tard, nous sommes encore plus, presque je dirais, dans l'incertitude. En tout cas, dans un nouveau confinement, troisième confinement, qui entraîne évidemment un certain nombre de conséquences sur l'activité de nos entreprises. Et un des thèmes, évidemment, de ce webinaire sera encore le traitement des mesures liées à cette pandémie. Alors, autour de moi, comme la dernière fois, nos juristes, Hassana Mouedzine et Dominique Schlickler, pour respectivement la partie sociale et la partie droit des affaires, et puis celui qui est l'organisateur, celui qu'on ne voit pas bien souvent parce que c'est la technique, Maxime Ducap, et bien vous le verrez tout à l'heure pour traiter d'un sujet sur le numérique. Et donc, comme ça, vous aurez l'occasion de voir Maxime Ducap. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole à Hassana pour traiter de la partie sociale. Bonjour à tous, merci Monsieur Tandé pour cette introduction. Effectivement, donc après, dans la continuité effectivement de mon intervention de janvier, par rapport à toutes les aides en matière sociale, d'aide au paiement des cotisations et exonération de cotisations, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler, faire un focus sur l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée pour savoir effectivement où on en est dans la mesure où ces dispositifs qui durent maintenant depuis 1 an sont reportés et adaptés au fil de la situation sanitaire de mois en mois, et il est intéressant aujourd'hui de se poser effectivement pour faire un point par rapport à ça. Alors, on va commencer puisque ce dispositif a été un petit peu bousculé pour le mois d'avril avec l'annonce du président de la République de fermer les écoles. Et donc, c'est vrai que ça a été un des sujets du début du mois pour savoir effectivement comment articuler effectivement l'activité partielle et la garde des enfants, les conditions pour en bénéficier et sécuriser à minima ce dispositif. La difficulté pour nous, conseils et pour les chefs d'entreprise, c'était qu'il n'y avait pas de texte et au niveau des conditions, il n'y a toujours pas de texte légal ou réglementaire, puisque sur ces points, par rapport aux conditions, on a le communiqué de la ministre du Travail du 1er avril 2021 et on a eu récemment, on mettra le lien dans le document, le PDF qui vous sera envoyé, on a eu le 13 avril le question-réponse du ministère du Travail qui a été mise à jour sur cette question et dont le contenu reprend mot pour mot pratiquement le communiqué de la ministre du Travail, mais pas de décret par rapport à ces conditions. Donc, ces conditions, c'est 1 parent par foyer, donc le salarié atteste qu'il est le seul parent à bénéficier du dispositif. Il faut être, les enfants à garder, les enfants gardés doivent être âgés de moins de 16 ans ou garder un enfant handicapé sans limite d'âge, que l'activité et le poste ne soient pas télétravaillables ou impossibilité de télétravailler en raison de la garde d'enfants en bas âge. Et ne pas avoir préalablement posé les vacances de congé pour les vacances scolaires. Donc ce point, je m'arrête sur ce point-là. Ce point est important puisque effectivement le communiqué de la ministre du Travail et la mise à jour du question-réponse sur ce point-là ne font référence expressément que par rapport aux personnes, aux salariés qui auraient posé des congés pour les vacances scolaires et on les incite effectivement à décaler, à avancer leur congé payé. Mais rien n'est dit avant de passer à l'activité partielle et rien n'est dit sur une éventuelle obligation pour l'employeur d'inciter son salarié à poser des congés payés au lieu de basculer tout de suite dans l'activité partielle.
Donc là, effectivement, on a une incertitude sur ce point. Donc effectivement, nous, ce qu'on conseille, c'est dans un premier temps, en discuter avec le salarié et si éventuellement vraiment inciter à la prise de congé avant d'un commun accord, avant de passer tout de suite à l'activité partielle. Comment formaliser du coup la demande du salarié pour bénéficier de l'activité partielle? Alors, on préconise effectivement, et le ministère le préconise, une attestation sur l'honneur avec ou effectivement formalisé, où le salarié atteste qu'il répond aux conditions que j'ai présentées précédemment. Sur ce modèle d'attestation, je peux vous le fournir. Donc, pour les personnes intéressées, je vous invite soit à vous rapprocher de moi, soit de votre gestionnaire paye habituel. Par rapport à l'indemnisation, on a un décret qui est sorti qui a été publié le 13 avril, donc très récemment. Donc, vous voyez bien qu'on avance vraiment au niveau des dispositifs. C'est vraiment quasiment au jour à la semaine ou au jour le jour. Donc, ça, il faut vraiment se tenir informé. Et donc, effectivement, le décret confirme la prise en charge à hauteur de l'indemnité versée au salarié sera de 70% de son salaire brut, avec un taux plancher fixé à 8,11 € et un reste à charge à 0% pour l'employeur. Donc après, en dehors de cette articulation activité partielle et vacances et fermeture des écoles, je souhaitais aborder l'indemnisation pour l'activité partielle dite de droit commun. Donc, pour les secteurs qui ne sont ni secteurs protégés, donc maintenant on a l'habitude de la terminologie S1 et S1 bis. On vous remettra également les liens vers la liste de ces secteurs d'activité qui ont également bougé au cours des mois. Comme ça, vous pouvez effectivement vérifier dans quel cas vous vous trouvez. Donc, effectivement, là, c'est les taux que vous voyez à l'écran concernent effectivement les sociétés qui ne relèvent pas de secteurs particulièrement touchés ou fermés de façon administrative. Donc, effectivement, on a eu de nouveau un maintien des taux. Donc, on est sur une indemnité à 70% du salaire brut pour le salarié et une allocation pour l'employeur à 60%. Pour un mois, je vous précise qu'il y a un projet de décret qui a été envoyé aux partenaires sociaux, qui annonce de nouveau un report de ces taux pour le mois de mai. Et donc, là, on serait jusqu'au 31 mai sur ces taux-là. Voilà. Pour les secteurs protégés, voilà, vous voyez à l'écran les taux d'indemnisation. Donc, ils sont un peu plus intéressants, effectivement, plus favorables que les taux précédemment présentés. Voilà. Et là, donc, on a encore des taux qui sont identiques aux taux S1, des secteurs S1 et S1 bis. Et donc là, c'est des taux qui concernent les établissements fermés sur décision administrative en raison du Covid ou entreprises ayant perdu 60% du chiffre d'affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019. Et ces taux sont applicables pour ces établissements-là, jusqu'au 30 juin 2021. Alors, parallèlement au dispositif d'activité partielle de droit commun, on trouve l'activité partielle de longue durée, donc dite APLD. Et donc, ce dispositif, en quoi il consiste? En fait, il consiste à diminuer la durée du travail des salariés pour faire face à des difficultés économiques, donc dans la situation actuelle pour faire face au Covid, et le but étant bien évidemment d'éviter des licenciements économiques en masse. Donc, par rapport à son formalisme et à la manière de le mettre en place, j'attire votre attention sur le fait que sa mise en place est plus contraignante que l'activité partielle de droit commun, puisqu'il ne s'agit pas simplement de faire une demande d'autorisation sur le portail dédié de l'administration. Il faut formaliser donc soit un accord d'entreprise si vous ne relevez pas d'un secteur d'activité ayant signé un accord de branche. Et bon, je vous précise que l'accord d'entreprise est possible même pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Il y a des modalités.
Donc là, je vous inviterai à vous rapprocher de moi pour, si vous êtes intéressé et concerné, pour voir, pour établir ce type d'accord, ou formaliser une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, si votre branche d'activité a signé un accord. Je vous ai mis du coup la liste des branches ayant conclu un accord APLD. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre. Et voilà, ça s'est accéléré dans les derniers mois, dans la mesure où les taux de droit commun dont je vous ai exposé tout à l'heure, à un moment donné, vont s'arrêter et on passera à ce qui est annoncé, on reviendra sur des taux normaux, dont on sera sur une indemnisation à hauteur de 60% pour le salarié et une allocation versée à l'employeur à 36%. Donc, compte tenu de cette baisse très importante, c'est vrai que les entreprises qui connaissent des difficultés auront intérêt à signer un accord APLD. Donc, vous voyez, les taux d'indemnisation sont vraiment plus importants que ce qui aura lieu, les taux qui seront mis en place après la baisse du droit commun. Au niveau de la période, les durées des accords, effectivement, pourront, la durée est fixée à 24 mois, consécutifs ou non. Effectivement, l'activité partielle de longue durée peut être mise en place sur une certaine durée, après revenir à un régime normal, et après, peut-être, s'il y a encore des difficultés, revenir sur le régime de l'APLD. Donc, 24 mois sur une période de 36 mois. Alors, deuxième sujet d'actualité, deuxième sujet d'actualité tout aussi important, donc c'est effectivement le télétravail et les obligations de l'employeur en cette période de crise sanitaire et notamment de troisième confinement. Alors, la grande question, effectivement, c'est est-ce que le télétravail doit-il obligatoirement être mis en place à 100%? Puisqu'effectivement, c'est la préconisation de l'exécutif. Vous le retrouvez dans le protocole national sanitaire depuis un certain temps et ça a été accentué dans la dernière mise à jour du protocole le 8 avril 2021. Alors, la réponse est non. La réponse est non dans la mesure où je vous rappelle que le protocole sanitaire n'a aucune force contraignante aujourd'hui, n'étant pas un texte prévu par la loi ou par un règlement ou un décret. Donc, le non-respect du télétravail à lui seul ne peut pas entraîner de sanctions en cas de non-respect. Ceci étant dit, j'attire votre attention que l'employeur reste soumis à une obligation générale de prévention. Et donc, à défaut de mettre en place le télétravail à 100%, il convient de justifier d'avoir mis des mesures efficaces, dont le télétravail, qui serait un des moyens d'éviter les contaminations au sein de l'entreprise. Et donc, je vais maintenant vous exposer les mesures qui doivent être mises en place, à mon sens, à minima, pour éviter une sanction. Donc, la première mesure à prendre, ça va être de justifier de l'établissement ou de l'existence au sein de votre entreprise du document unique d'évaluation des risques professionnels. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça concerne toute entreprise, quel que soit son effectif, et c'est un document qui est prévu par le Code du travail qui va répertorier tous les risques présents et potentiels dans votre entreprise selon son activité. Et à côté, vous avez effectivement les mesures de prévention pour prémunir les salariés de ces risques. Donc, en dehors, c'est un document qui existe bien avant du coup le risque Covid. Le risque Covid va être un risque supplémentaire et qui nécessitera la mise à jour de ce document unique. Les sanctions, il ne faut pas négliger ce document puisque les sanctions, il y a une sanction prévue par le Code du travail, c'est une contravention de 5e classe qui est de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive. Et là, en cas de contrôle, effectivement, ça sera facile pour l'inspecteur du travail de relever cette infraction en dehors même si vous avez mis en place toutes les autres mesures dont je vais vous parler.
Alors, comment le formaliser? Effectivement, sur Internet, on trouve de tout. Donc, attention aux arnaques. Le document doit être personnalisé par rapport au risque de votre entreprise. Il n'y a pas de document standard donc, que vous pourriez reprendre. Et là-dessus, je vous invite à vous rapprocher de moi pour vous indiquer les coordonnées de notre partenaire spécialisé en la matière. Alors, la deuxième mesure, après avoir mis en place donc, le DUR ou de l'avoir mis à jour, c'est le respect effectif des gestes barrières. Donc, je vous ai mis là l'infographie mise à jour et que vous trouverez dans le protocole national sanitaire. Donc, vous voyez, hein, cette infographie a évolué aussi au cours de l'année écoulée. Effectivement, de plus en plus avec les connaissances effectivement scientifiques, le gouvernement a mis à jour cette infographie. Concrètement, en entreprise, quelles sont ces mesures effectives? Bon, alors, je vous les liste pas toutes, vous les avez à l'écran, mais ça va être effectivement tout ce qui va éviter les interactions et le brassage des personnes au sein de l'entreprise. Donc, éviter les réunions en présentiel, sauf exception, le télétravail avec une consultation et une concertation avec le CSE, bien respecter les jauges quand il y a des bureaux en open space, etc. Donc, effectivement, surtout, bien veiller effectivement à sensibiliser les collaborateurs à s'isoler dès l'apparition des premiers signes, même légers, puisque selon les personnes, on va développer plus ou moins le virus de façon virulente. Mais dès les premiers signes qui peuvent être similaires à un simple rhume, il faut être vigilant par rapport à ça. Comment formaliser le télétravail? Alors ça, très important, puisque même si le télétravail est mis en place dans votre entreprise de façon exceptionnelle pour faire face à la crise sanitaire et qui n'a pas vocation à durer, il est important de formaliser quand même et de l'encadrer, soit par une charte ou un accord télétravail, soit par un avenant au contrat de travail, où différentes questions seront réglées et non moins des moindres. La durée du travail, ça, effectivement, ça sera, je pense, une des sources de contentieux dans les prochains mois. Donc, effectivement, le contrôle du temps de travail du salarié à domicile reste à la charge et sous le contrôle de l'employeur, sous la responsabilité de l'employeur. Les frais télétravail aussi, on en parle beaucoup. La responsabilité en cas d'accident, la bonne utilisation du matériel informatique, etc. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire attention à ces points, de revenir vers moi si vous êtes effectivement intéressé pour faire le point sur vos obligations par rapport à l'encadrement du télétravail. Alors, dernier sujet en matière sociale, pour moi, j'ai voulu donc sortir un peu effectivement de toutes les mesures et dispositifs Covid pour faire un point sur le CDD pour surcroît temporaire d'activité. Donc, je vous ai mis une fausse bonne idée, puisqu'effectivement, le CDD, pour rappel, n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Donc, effectivement, vous avez différents motifs qui sont énumérés dans le Code du travail, dont le remplacement, le travail saisonnier, et vous trouvez ce fameux motif, le surcroît temporaire d'activité. Donc, pour rappel, le CDD ne peut avoir ni pour but ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sous peine d'être qualifié en CDI. Le choix de faire un focus sur ce sujet, c'est qu'effectivement, 90%, même un peu plus, des contrats qui sont demandés par nos clients concernent ce type de motif. Alors, pourquoi? Effectivement, c'est un vieux sujet hein, et un vieux débat. Effectivement, ce type de CDD est utilisé pour tester hein, le salarié, pour éviter de se lancer trop vite dans un CDI et donc pour aller au-delà de la période d'essai prévue par la convention collective ou par la loi. Raison numéro 2, c'est par ignorance hein, de beaucoup de chefs d'entreprise. On pense que c'est un surcroît temporaire, c'est une tâche exceptionnelle et donc on formalise ce type de contrat alors que c'est une tâche qui relève de l'activité normale de l'entreprise.
Alors, je vous ai mis en résumé effectivement un arrêt très récent du 3 février 2021 et qui fait suite à une longue série d'arrêts dans du même type, qui concerne, je vous rappelle brièvement du coup les faits, ça concerne en fait l'employeur n'était autre que l'URSSAF de la région PACA et qui faisait pour recours à ce type de CDD, à ce type de motif pour sa plateforme téléphonique. Et effectivement, il y a un salarié qui a été embauché quelques mois en 2015 et qui a saisi le conseil de prud'homme en indiquant que pour lui, ce type de contrat était irrégulier et qui sollicitait la requalification de son contrat en CDD. Donc effectivement, la Cour de cassation lui a donné raison sur en utilisant plusieurs arguments, plusieurs fondements, dont le premier était que l'URSSAF, effectivement, faisait à un moment donné référence à une surcharge temporaire d'activité, mais qui n'avait lieu pas en 2015, mais en 2014. Effectivement, il y avait eu un pic d'activité en 2014, mais selon les pièces qui avaient été fournies en 2015, la situation était revenue à la normale. Ils ont également constaté que les annonces diffusées sur Pôle emploi étaient pour la plupart des CDD pour surcroît temporaire d'activité. Et du coup, la Cour de cassation a considéré que l'activité appel téléphonique pour une plateforme téléphonique faisait partie de l'activité structurelle de l'entreprise, si vous voulez. Voilà. Alors, les sanctions ne sont pas moindres, puisqu'en cas de requalification, l'employeur est condamné à une indemnité de requalification au minimum égale à 1 mois de salaire, à une indemnité de licenciement. On vous le remettra, il y aura également le préavis à payer, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et éventuellement une indemnité au titre de l'article 700 du CPC qui concerne les frais de justice engagés par le salarié. Alors, les autres inconvénients, donc je vous les ai mis succinctement, ça fait partie des principaux inconvénients, c'est qu'en faisant recours massivement à ce type de CDD, vous dépassez les seuils rapidement, notamment de 11 salariés, ce qui va déclencher votre obligation d'organiser les élections du CSE. Au niveau des seuils également pour la contribution formation, la taxe d'apprentissage, sans compter le coût lié au recrutement et à la sortie, à l'indemnité de précarité et surtout à la perte de motivation des salariés concernés. Alors, des solutions qu'on vous propose. Alors, ça dépendra dans quelle situation vous formalisez ce type de CDD. Donc, si l'objectif est de tester le salarié, effectivement, on préconise une embauche en intérim. Comme ça vous laissera le temps de tester la personne sur un temps plus long que la simple période d'essai légale ou conventionnelle. Par contre, si le poste occupé par le salarié est un poste nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et à la poursuite de son activité, si ça fait partie d'un poste structurel dont vous avez besoin pour que l'entreprise fonctionne normalement, donc là, on propose une embauche en CDI puisque l'intérim, pareil, le contrat d'intérim à répétition ne doit pas pourvoir une activité partielle normale de l'entreprise. Voilà. Les avantages méconnus du CDI, souvent on a une fausse idée du CDI. Effectivement, le CDI s'est libéralisé depuis quelques années, notamment avec les ordonnances Macron de 2017. La rupture du contrat maintenant est facilitée par le législateur. Vous avez le dispositif de rupture conventionnelle. Les dommages et intérêts sont plafonnés en cas de contentieux, même s'il y a encore quelques cours d'appel qui font de la résistance. On attend un arrêt de la Cour de cassation là-dessus, mais n'empêche que le barème est prévu par le Code du travail aujourd'hui. Pour un mois, par exemple, pour moins d'1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, l'indemnité maximum que pourrait avoir le salarié, ça correspond à 1 mois de salaire. Alors, je vous ai mis également les autres points de vigilance du moment. Alors, les autres points de vigilance, ça va être la conformité du régime complémentaire santé. Effectivement, dans les prochains mois, on pense que l'URSSAF va accentuer ses contrôles, on va dire, pour, entre guillemets, renflouer les caisses. Effectivement, vu les sommes engagées dans les différents dispositifs d'aide, les contrôleurs vont être plus vigilants dans leur contrôle. Et donc, le régime complémentaire santé
c'est effectivement est très cadré pour pouvoir bénéficier des exonérations. Donc, il faut veiller à être en conformité. On vous proposera prochainement un kit mise en conformité. Je rappelle également que l'entretien professionnel, l'obligation pour les entretiens professionnels a été repoussée jusqu'au 30 juin 2021. Notamment, ça a un intérêt pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Et les élections du CSE également, vérifiez vos décomptes des effectifs, puisque pour certaines formalités, dont le licenciement pour inaptitude et l'activité partielle, il y a nécessité obligatoirement de consulter le CSE pour que vos procédures soient régulières. Donc, pour tous ces sujets, je vous invite à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, Maxime, on a des questions. Toujours pas. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez relancer. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Elles sont vues. Si c'est sur le volet social, on fera un point d'ici quelques minutes sur ces questions-là. Et on passe à la suite. Monsieur Tandé. Voilà, me revoilà. Alors évidemment, vous avez tous entendu ce qu'a dit Hassana sur les règles concernant le télétravail, le respect des gestes barrières. Évidemment, votre cabinet Ecogest respecte les gestes barrières. Nous avons nos masques dans la salle et c'est juste on le retire pour intervenir. Mais évidemment, on respecte toutes ces règles normales. Alors, je vous le disais en introduction, on est toujours dans cette crise avec un troisième confinement et ce qui est important, c'est évidemment que les entreprises continuent leur activité. Et donc, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place depuis le début et ça continue. Alors, parfois, on s'y perd un peu parce qu'en effet, il y a tellement de mesures spécifiques ensuite qui ont été mises en place pour tel secteur d'activité, pour des périodes données. Alors, sur ce slide, vous avez un résumé en fait de nature de mesures avec ce qui concerne le financement des entreprises, notamment évidemment ce qu'on a évoqué depuis le début, le PGE. On a des mesures fiscales avec toutes les récupérations de crédits plus rapidement, comme le carry-back, où normalement c'est 5 ans, et là on a l'État qui rembourse immédiatement. On a évidemment la gestion du personnel, on vient de le voir avec Hassana, avec toutes les mesures liées évidemment au télétravail. On a des mesures concernant les charges sociales avec un plan d'appurement, de remise partielle de dette sociale possible. On a les mesures évidemment qui vont concerner toute la relance, les mesures d'activité partielle. Et puis enfin, on a des mesures spécifiques pour les indépendants. Voilà, alors, on va voir on ne va pas tout reprendre évidemment ce matin, mais on va voir quelques éléments. Simplement, comme d'habitude, comme la période se prolonge, il y a de nouveaux textes qui viennent pour confirmer les prolongations. Donc, on a eu le décret du 9 mars 2021 pour annoncer que le fonds de solidarité se poursuivait jusqu'en juin. On a eu la liste des secteurs S1 et S1 bis qui a été complétée parce qu'il y a eu des nouveaux secteurs qui ont été introduits dans cette liste. Et on a aussi, évidemment, eu des mesures spécifiques sur les entreprises, alors maintenant, qui ont baissé le chiffre d'affaires, qui ont un chiffre d'affaires de moins de 20% par rapport au mois de février de l'année précédente, et puis tout ce qui est lié aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Il faut toujours faire attention, respect des délais. On a, vous voyez, par exemple, pour le mois de mars 2021 ou de février, il faudra faire au plus tard le 30 avril et ainsi de suite. Donc, on a 2 mois pour faire la demande. Après, c'est trop tard. Donc, toujours faire attention au respect des délais. Maxime, voilà. C'est la technique, vous inquiétez pas. Alors, une nouveauté, c'est la prise en charge des coûts fixes. Ça, c'est important parce qu'on a quand même des entreprises, et on le voit bien, nous, quand on arrête les comptes en ce moment, on a pas mal d'entreprises qui s'en sortent et qui ont des résultats corrects, positifs, grâce aux aides qui ont été mises en place. Mais on a aussi des entreprises, notamment évidemment lorsqu'elles sont complètement fermées, qui se retrouvent avec des déficits importants du fait d'un niveau de frais fixes élevé. Et pour ces entreprises, il n'y avait pas la réponse. On l'avait réclamé un certain temps. Et enfin, le gouvernement l'a accepté pour dire, voilà, finalement, on va prendre en charge une partie des frais fixes et c'est à hauteur de 70%
de la perte d'exploitation. Alors, c'est l'excédent brut d'exploitation, mais négatif. Hein. Vous avez la formule qui est au bas du slide, c'est l'EBE, la référence. Et donc, s'il est négatif, eh bien, la prise en charge sera de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, évidemment, ça ne s'applique quand même pas à tout le monde. Ça s'applique aux entreprises de plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel, donc plus de 12 millions annuels, mais aussi pour les entreprises plus petites, celles, et vous le voyez à l'écran, celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public ou de secteur plan tourisme, et vous avez la liste, les loisirs indoor, salles de sport, jardins, voilà. Donc, entreprises de plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel et des plus petites entreprises, mais qui sont liées à des secteurs évidemment très précis. Alors, ça va être sur des périodes de 2 mois qu'on va raisonner. Donc là, par exemple, pour janvier et février 2021, eh bien, on va faire la demande là au mois d'avril. Pour mars-avril, il faudra le faire en mai. Donc, là encore, bien respecter les dates. Il y aura une attestation d'expert comptable obligatoire. Donc, si vous avez un expert comptable, a priori, si vous êtes là ce matin, vous avez un expert comptable, c'est Cogest qui fera l'attestation. Sinon, il faut aller voir un expert comptable. Et puis, il y a une attestation sur l'honneur qui est à faire sur le respect, la balance qui est à aussi joindre. Voilà, évidemment, quelques éléments du dossier pour bien s'assurer que vous êtes éligible. C'était la prise en charge des frais fixes. Maintenant, venons-en à des points de financement. Nouveau dispositif mis en place, des prêts participatifs pour des petites entreprises. Alors, ces prêts ont vocation à être remboursés à l'issue d'une période de 7 ans avec un taux d'intérêt de 3,5% et un différé de remboursement de 1 an. Mais vous voyez les plafonds de prêts, on est sur 20 000 euros pour les moins de 10 salariés et ça va jusqu'à 50 000 euros. Ça, c'est parce que vous n'avez pas eu de solution de financement, que le médiateur du crédit n'a pas donné suite, donc on est sur des cas particuliers. Je voulais quand même le mentionner, mais c'est vrai qu'a priori, ça ne devrait pas être trop applicable pour nos clients. Un point d'attention, c'est le PGE, puisque ça fait maintenant 1 an quasiment que le PGE a été demandé. Et donc, il y a une décision à prendre et un délai à respecter aussi de préavis vis-à-vis de la banque. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous remboursez ce PGE parce que finalement, vous n'en avez pas eu besoin, ou en tout cas, votre trésorerie aujourd'hui est suffisamment étoffée pour pouvoir le rembourser? Ou vous différez à nouveau d'1 an, parce que vous avez cette possibilité de décaler encore d'1 an le début du remboursement, ou alors vous faites un remboursement entre 1 et 5 ans, ce qui était à l'origine prévu. En tout cas, vous revoyez votre banquier, il faut régler ce point de l'issue du PGE. Voilà pour ces aides et ces dispositifs. Alors, venons-en une information comptable, je vous la livre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est technique, mais juste vous donner cette information que, alors qu'au départ, il y avait eu un refus de, on va dire, geler la dotation aux amortissements sur la période qui est non travaillée au cours de l'année 2020, eh bien finalement, le ministre Bruno Le Maire a dit si, on va pouvoir diminuer ainsi la dotation aux amortissements d'exercice 2020 et reporter au terme, à la fin de l'amortissement du bien, ce qui n'aura pas été amorti au cours de l'année 2020. Et donc, on a une distinction petites entreprises ou autres entreprises. Et donc, on peut rester sur un mode d'amortissement linéaire en décalant pour la petite entreprise. C'est un peu plus compliqué sur une entreprise plus importante puisqu'on raisonne toujours avec des unités d'œuvre. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais sachez donc qu'il y a cette possibilité de différer un peu d'amortissement au cours de l'année 2020 et vous vous rapprochez évidemment de vos habituels conseillers comptables du cabinet. Voilà. Actualité fiscale. Actualité fiscale, je
passe. Non, je ne passe pas la parole, c'est moi. Non, excusez-moi, je me suis trompé dans le conducteur. Petit problème technique. Voilà, alors, après l'actualité comptable, un peu d'actualité fiscale, juste, c'est encore des aménagements qui ont eu lieu. Donc, la compte du 15 mars qui a pu être adapté pour tenir compte de la baisse du résultat de 2019. Donc, on a pu faire un calcul d'acompte par rapport à l'exercice, au résultat pressenti de 2020, pardon, au résultat pressenti de 2020, c'était la baisse, au lieu de rester sur le 2019. Et là, par contre, au 15 juin, bien évidemment, on rentre dans un système normal où on va cumuler les deux premiers acomptes, 15 mars, 15 juin, et faire l'application sur le résultat de 2020. Sur les abandons de loyer, alors vous en avez parlé en janvier sur le crédit d'impôt uniquement sur le loyer du mois de novembre 2020. Maintenant, il y a eu des abandons de loyer en dehors du mois de novembre 2020 et la règle est quand même la neutralité fiscale et c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que pour celui qui abandonne un loyer, une partie du loyer, eh bien évidemment, il ne sera quand même pas imposé sur cet abandon. Et de même que celui évidemment qui bénéficie, lui, ce sera évidemment une charge en moins. Et donc, en fait, c'est neutralité. On ne réintègre pas ou on ne déduit pas fiscalement le loyer qui n'aura pas été versé. Un point sur le barème kilométrique, eh bien, c'est simple, au moins là, voilà une mesure facile. Le barème 2021 est le même que le barème 2020, donc ça, c'est facile à retenir. Un point intéressant pour les véhicules électriques, eh bien, on prend le barème des véhicules thermiques et on ajoute 20%. La consommation d'électricité coûte moins cher que le carburant, mais le véhicule électrique coûte plus cher. Et donc, par ce biais de 20% de majoration du barème kilométrique, on récupère un peu le surcoût du véhicule. Donc ça, c'est une bonne mesure. Enfin, dans les mesures fiscales, un point, c'est presque un point de confirmation, en fait. Pour ceux qui sont assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, attention, et quand on est propriétaire des locaux de l'entreprise, il faut que le bail soit entre donc, le propriétaire et la holding, et non pas avec une filiale. On a encore eu évidemment une réponse ministérielle. Si le bail est signé avec la filiale, ce n'est pas l'outil professionnel, et donc le bien est imposé à la fortune, à l'IFI, à l'imposition de la fortune immobilière. Donc attention sur ce point, et ça me donne l'occasion de passer la parole à Dominique Schicklin, puisque justement, en tant que juriste, elle va vous parler des dons manuels, mais le bail, ça c'est un point qui est toujours très regardé sur ce point-là. Voilà, Dominique. Merci, Monsieur Tandé, de me donner la parole. Alors, je voulais faire un point sur les dons manuels. Je sais qu'on avait parlé d'un dispositif lors du dernier webinaire, et donc je voulais faire un focus en particulier sur les dons manuels. Donc, un don manuel, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, un don de la main à la main qui ne nécessite pas forcément l'intervention d'un contrat. Donc, ça peut être la donation d'un bien mobilier, bijoux, voitures, tableaux, d'une somme d'argent. Alors, il est admis que ça peut être également par virement bancaire ou de valeurs mobilières, des titres de société, cotés ou non. Il n'y a pas, alors ça ne peut pas être un bien immobilier, bien évidemment, parce qu'il faut l'intervention d'un notaire. Il faut distinguer le don manuel et ne pas le confondre avec un présent d'usage. Donc, c'est un cadeau qui peut être fait lors d'une occasion particulière, un mariage, un anniversaire. Ça peut être une personne avec un lien familial ou non. Mais il faut toujours que le donateur ait une notion de proportionnalité avec ses revenus dans le don qu'il fait. Donc, si évidemment les grands-parents avec des revenus modestes décident pour les 18 ans du petit-fils d'offrir une voiture de luxe, on ne peut pas parler de proportionnalité. Il ne faut pas confondre également le don manuel avec l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.
Mettons votre enfant qui fait des études à l'autre bout de la France, pour laquelle vous lui versez une pension mensuelle. Ce n'est pas considéré comme un don manuel. Et il n'y a pas de rapport à la succession à faire. Par contre, les dons manuels doivent être alors, concernant les présents d'usage et l'obligation alimentaire, il n'y a pas de déclaration obligatoire, mais les dons manuels, eux, doivent être déclarés. La déclaration se fait à travers de 2 formulaires en fonction du montant de la donation qui est effectuée. Ils doivent être déposés au centre des impôts et à partir de l'enregistrement aux impôts, on fait courir le délai pour les éventuels abattements. Pourquoi cette obligation de déclaration et surtout, quels sont les risques que vous encourez si vous décidez de ne pas déclarer ce don aux impôts? Premier risque qui peut être, surtout pour le donataire, si tout d'un coup il a un accroissement de revenus, qui ne peut pas justifier auprès des impôts, ça peut être considéré comme une dissimulation de fonds, avec les conséquences qui s'en suivent auprès des impôts. Autre chose, si vous faites un don à un de vos enfants ou un de vos héritiers et que vous favorisez l'un de vos héritiers par rapport aux autres, au moment de la succession, on peut considérer qu'il s'agit d'un recel successoral et l'héritier peut éventuellement perdre sa part sur la succession. Donc, ça a des conséquences quand même importantes. Et évidemment, si vous ne déclarez pas aux impôts, il n'y a pas de décompte du délai pour les abattements éventuels. L'évaluation de ce don, il est fait soit au jour de la déclaration du don, soit au jour de la remise matérielle du don. Il faudra prendre en compte la valeur la plus élevée des deux. Vous avez après des modèles d'évaluation en fonction du type de don qui est effectué. Il faut prendre en compte le rapport à la succession pour les dons manuels. Donc, si vous faites un don et que le donateur décède moins de 15 ans après la date effective du don, le donataire, donc la personne qui a reçu ce don, doit le rapporter à la succession. Alors, c'est le cas si évidemment il fait partie des héritiers. Si c'est un tiers qui ne fait pas partie de la succession, il n'est pas obligé de le rapporter. L'évaluation du don se fait au moment de ce rapport, donc soit si c'est un don de somme d'argent, d'espèces, de virement, c'est le montant du nominal qui a été versé. Si c'est un bien mobilier, il faudra effectuer une évaluation au jour du rappel à la succession. Il faut prendre en compte bien évidemment que la part de l'héritier sera amputée du montant du don qui a été effectué et que vu que ce don est rapporté à la succession, il peut être à nouveau assujetti à des droits de succession. Mais ce rapport à la succession n'est pas obligatoire si vous avez effectué un don familial de somme d'argent. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce don est prévu par l'article 790G du CGI. Maxime, si tu veux passer, parfait, à la slide suivante. Donc, c'est soumis à des conditions d'âge tant pour le donataire que pour le donateur. Donc, donateur moins de 80 ans, donataire, une personne majeure, plus de 18 ans ou émancipée. Les conditions de lien familial à respecter, donc en ligne directe, enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, et si vous n'avez rien des 3 précédents, neveu ou nièce. Le montant de l'abattement qui est prévu à ce jour est de 31 865 €, qui dure, enfin, l'abattement est prévu pour une durée de 15 ans. Donc, tous les 15 ans, vous pouvez renouveler le montant donné. Alors, à voir s'il y aura une évolution du montant dans le temps, mais actuellement, il est de 31 865 €. À noter que cet abattement spécifique se cumule avec les autres abattements. Donc, les autres abattements, on a l'abattement de droit commun que tout le monde connaît, article 757 du CGI. Donc, toujours en lien familial direct, donc enfants 100 000 €, petits-enfants, arrière-petits-enfants, donc à chaque fois c'est dégressif. À noter, mettons, si vous êtes grands-parents
Donc, chacun des grands-parents peut donner à chacun de ses petits-enfants un don, donc si le grand-parent a moins de 80 ans et le petit-enfant est majeur, 2 fois les 31 865 € tous les 15 ans, ce qui peut être intéressant à regarder. Autres abattements qui sont prévus, donc ça ce sont des abattements spécifiques pour les personnes handicapées, entre frères ou sœurs ou entre neveux ou à des neveux ou à des nièces. À noter que tous ces abattements se renouvellent tous les 15 ans, selon les textes en vigueur actuellement. Un autre abattement donc, dont on avait parlé la dernière fois, qui est un dispositif spécifique qui a été mis en place suite à l'épidémie de Covid, où certaines personnes ont pu mettre un peu d'argent de côté. Et pour inciter justement à ces épargnants à relancer l'activité. Donc, c'est de faire un don, alors toujours en ligne directe, hein, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut neveux ou nièces, d'un montant maximum de 100 000 €. Ce don doit être effectué au plus tard le 30 juin 2021, avec une condition pour le donataire de le réaffecter dans les 3 mois. Donc, à trois choses en particulier. Donc, soit la construction de la résidence principale, aux travaux énergétiques ou à la souscription ou développement d'une petite entreprise. Pour toutes les dispositions spécifiques sur ce don et ces abattements, je vous renvoie à notre précédent webinaire. Enfin, à noter en ce qui concerne donc les dons manuels, c'est que le don pour le donataire reste un bien propre. Donc, ça peut être intéressant de le noter. Enfin, il faut toujours prendre en considération la notion d'égalité entre les héritiers. Donc, l'égalité se considère par branche. Et l'objectif, c'est de ne pas avantager un enfant par rapport à un autre enfant. Et enfin, il y a une possibilité depuis le 1er janvier 2020 qui est de télédéclarer ce don sur votre compte personnel impôts.gouv.fr. Si vous avez des questions en ce qui concerne les dons manuels ou les dons familiaux de sommes d'argent, nous sommes à votre disposition pour y répondre et nous pouvons vous assister pour la rédaction des formulaires fiscaux et de l'envoi aux impôts. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je laisse la parole à Maxime Ducap qui va vous faire un point sur le numérique. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes plus nombreuses et nombreux que la dernière fois, donc on tient à vous remercier de votre fidélité et de votre suivi. Les actualités numériques par rapport à la crise que nous connaissons toutes et tous du Covid et qui touche forcément les activités essentiellement marchandes, mais les activités non marchandes peuvent être aussi concernées par certains dispositifs. Le gouvernement qui a mis en place une plateforme, cliquemoncommerce.gouv.fr. Alors là, on est dans l'activité marchande. C'est un site qui regroupe l'ensemble des dispositifs d'aide pour les commerçants artisans professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui souhaitent donc passer au numérique, notamment avec le développement d'un site internet qui peut être une vitrine pour votre activité. À noter que l'ensemble des dispositifs de soutien sur des campagnes Google Ads, par exemple, sur le développement sur les réseaux sociaux, peuvent être à certaines conditions, mais je vous invite à consulter cogest.fr les actualités sur ce sujet-là, ou à vous rendre directement sur le site cliquemoncommerce.gouv.fr de mémoire. Voilà, très bien. Hey, je mémorise. Pour consulter tout ça, et notamment le chèque France NUM. Alors là, c'est clairement dans le développement d'un site internet. Donc le chèque forfaitaire de 500 € donc, est lié à ces investissements-là. Alors, on ne va pas vous le cacher, 500 €, c'est pas énorme, mais ça peut être déjà un tiers d'un budget pour le développement d'un site vitrine. Par exemple, on peut avoir un site vitrine tout à fait compétent, stylisé et efficace en termes de référencement dans les
2, 3, 4 mois après le lancement de votre site, aux alentours des 2 000 € hors taxe. Donc là, on y est, hein, on est quasiment au quart de votre investissement. Donc vous avez des critères forcément d'éligibilité que sont donc l'effectif. Il faut avoir un effectif inférieur à 11 salariés, avoir une activité qui a débuté avant le 30 octobre dernier. Donc voilà l'ensemble des critères pour disposer de ce chèque numérique. Vous avez l'ensemble des informations sur cogest.fr à ce sujet. À noter que ce dispositif a été prolongé. Il devait se terminer au 30 mars dernier. Le gouvernement a décidé de le prolonger. À noter, et c'est important, que ces projets de développement web, et notamment pour avoir ce chèque France numérique, doit passer par un prestataire labellisé. Vous ne pouvez pas forcément prétendre à cette aide si vous allez voir votre cousin, votre neveu qui touche à l'informatique. Alors c'est très bien, hein, super, mais votre neveu, s'il fait ça de côté au black, bah, j'invite à ce qu'il fasse une structure en auto-entrepreneur, à avoir la possibilité d'avoir ce label France Num. Et à ce moment-là, votre investissement pourrait être aidé par ce chèque. Et j'en viens à Cogest qui va avoir, et c'est officiel, on va communiquer ça d'ici quelques jours, ce label France Num. Donc, si vous souhaitez que l'on travaille avec vous sur le développement de votre vitrine web, que ce soit un site web classique, institutionnel comme on le dit, ou une activité en e-commerce, si vous avez une activité marchande, voire dans l'hôtellerie, on le disait tout à l'heure, hein, mais le développement d'un site bien référencé avec des passerelles sur les plateformes travel.com, les spécialistes de ce domaine-là, on peut le faire avec vous, pour vous, et donc vous aurez la possibilité d'avoir ce chèque France Num. D'autres dispositifs sont à votre disposition, notamment au niveau des collectivités locales. La région Grand Est a ces dispositifs qui sont toujours en cours. Les critères d'éligibilité, de démarche aussi pour prétendre à ces aides-là, les dossiers, tous les liens sont disponibles sur cogest.fr. L'Aérométropole aussi a son dispositif. Alors, clairement, c'est assez simpliste, hein, ça va aussi dans le sens du chèque France numérique. C'est le soutien au développement de votre site Internet. Alors, ça va peut-être un peu plus loin aussi sur des audits, des pré-audits pour estimer votre besoin. Quel type de site Internet vous avez besoin pour le développement de votre activité. Donc là aussi, les aides interviennent sur ces parties-là, contrairement au chèque numérique qui est uniquement sur la structure même de la construction de votre site Internet. L'explosion des cyberattaques, je pense que vous en avez entendu parler dans les médias, forcément, en temps de crise. Nous sommes bien plus dépendants du numérique et forcément bien plus de trafic. Et donc, les cyberattaques sont massives depuis plus d'1 an. Notamment je souhaite vous rendre vigilant aux mails frauduleux. On est toutes et tous touchés. Moi-même, régulièrement, je vois des mails suspect. On a un article consacré à ça, également aux appels et mails frauduleux, alors qui date d'il y a 1 an, mais il est toujours d'actualité parce que les méthodes des pirates n'ont pas non plus énormément évolué. Ces pirates-là se situent généralement, il y a plusieurs zones, pays africains, pays de l'Est, en Inde aussi beaucoup. Et finalement, on n'est pas dans des logiques de hacking, comme on peut aussi en entendre parler, donc là, de hacking, on va s'attaquer à un site Internet, à une structure derrière en intra-Internet. Là, les mails frauduleux, c'est assez basique en fait. On se fait passer pour une institution avec des mails qui sont très bien conçus, mais il y a des indices qui semblent assez pertinents pour détecter ces mails frauduleux. Et donc, on vous donne tous ces conseils sur cogest.fr. La piste d'audit fiable, alors, bon, je connais un petit peu, mais je ne suis absolument pas capé pour vous parler de cela. Donc, je vais vous laisser la parole, Monsieur Tandé.
Merci, merci Maxime. Et oui, pour terminer, évidemment, ça fait souvent plus rêver le numérique, mais moi je vais revenir à des choses terre à terre, la piste d'audit fiable, et puis surtout, pourquoi on en parle? Eh bien parce que au moment d'un contrôle fiscal, eh bien c'est un document qu'il faut absolument avoir, autrement on risque d'avoir quelques déconvenues. Donc c'est une obligation fiscale, c'est ce qu'on appelle du contrôle interne. Normalement, c'est vrai qu'on devrait, parce que ça fait déjà même 30 ans qu'il y a un guide normalement des procédures qui devraient exister en entreprise, mais c'est dans les textes, mais ça n'a jamais été vraiment réclamé. Mais là, par contre, on a des contrôles fiscaux et le contrôleur peut demander de prouver qu'on respecte les règles d'une piste d'audit fiable. En cas de défaillance, si on ne respecte pas, eh bien, c'est quoi les conséquences? Ça peut être très douloureux puisque on peut avoir un rejet de la déductibilité de la TVA pour les factures reçues, factures d'achat, de charges, ou lorsqu'on est en collecté, c'est rejet s'il y avait des exonérations, ou une pénalité de 50%. Et on peut aller jusqu'à un rejet de comptabilité si l'origine de la facturation ne peut pas être établie. Donc, vous voyez, les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit prouver, démontrer qu'on a bien toutes les factures, que ces factures sont authentiques, sont des vraies factures, que le contenu de la facture est réel, donc l'intégrité de ce contenu, et puis évidemment que ce soit lisible. Voilà. Donc, il y a des règles à respecter. Alors, notre accompagnement, c'est de faire le diagnostic de l'organisation actuelle. C'est la cartographie des flux. Et puis, on regarde l'organisation du contrôle interne et s'il y a des choses à mettre en œuvre pour respecter, parce qu'il y aurait peut-être des défaillances. Et enfin, c'est la rédaction d'un document qui sera remis lors du contrôle fiscal. Voilà, donc c'était important, je pense, de mettre l'accent sur cette piste d'audit fiable. Parce que, alors ça peut être léger, évidemment, ça fluctue aussi en fonction de la taille d'entreprise. Dans une petite entreprise, ça sera une mesure plus simple qu'une entreprise plus complexe, une organisation plus complexe. En tout cas, toutes les entreprises qui ont déjà des organisations plus complexes, il faut absolument mettre en œuvre ce document par écrit. Ça, nous insistons beaucoup là-dessus. Il est 9h58. Il est donc temps de conclure. En vous remerciant pour votre présence, en remerciant les intervenants, Asana, Dominique, nos juristes, mais aussi Maxime, que vous avez vu, qui est celui qui vous envoie les mails, qui fait la veille informationnelle et qui voilà, vous permet depuis plus d'1 an maintenant de garder le contact avec toute la documentation nécessaire sur cette crise Covid. En vous remerciant donc pour votre attention et en vous donnant rendez-vous pour le 3e webinaire qui sera programmé fin juin, début juillet, en espérant que là, on aura tous retrouvé notre liberté de mouvement. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.